après mon arrestation du 24 janvier 1944 à Annecy, à côté d'Annecy, au lieu-dit Mercier. Nous avons un accrochage, je faisais partie d'un corps franc, la résistance. Et le corps franc, notre chef, a été blessé. Et il était à l'hôpital d'Annecy. Et les plusieurs corps francs du secteur de la Haute-Savoie avaient été mandatés pour aller le sortir de l'hôpital, parce que c'était les gardes mobiles qui le gardaient. Et quand nous sommes arrivés, la personne qui nous a mis en relation, il nous a dit c'est pas la peine d'y aller, les Allemands ont pris position. Et au retour, on a eu un accrochage avec 200 Allemands et cet accrochage s'est produit dans un carrefour où il y avait une boulangerie, un café, il y avait quelques personnes qui étaient là. L'attraction qui était devant a été stoppée. Nous, on est arrivés derrière, on a été pris comme des lapins dans un fourgon. On a été sortis du fourgon, mis contre un mur avec d'autres personnes qui étaient là, la boulangerie brûlait. Et je peux dire que ça a été un moment terrible pour moi parce que j'ai pensé que j'allais mourir. J'ai vraiment pensé à la mort. Il y avait un fusil batterie, un fusil mitrailleur qui était en batterie devant nous et on savait ce qui nous attendait. Et ça ne s'est pas produit. J'ai pensé à mes parents, à mes sœurs et j'ai dit c'est bête de mourir si jeune parce que j'ai vraiment cru que j'allais mourir. Et ça ne s'est pas produit. On était de là emmenés à 1h30 à peu près à la caserne Galbert à Annecy. Et là, il y a eu des interrogatoires. J'étais attaché à une table, à plat ventre sur une table, attaché au menottes au pied de la table et tabassé. Mais j'avais une fausse carte d'identité, j'avais ça d'ailleurs, que ça sur moi. Et je leur ai monté en bateau en leur disant que j'étais mitron à la boulangerie. J'étais jeune, évidemment, puisque je n'avais pas encore 17 ans. Ils m'ont cru et ils m'ont mis en tôle pendant, dans la prison de caserne Galbert à Annecy. Et 5 jours après, j'étais emmené au Fort Montluc à Lyon, de Fort Montluc, j'ai été emmené après à Mauthausen au mois de mars 1944, je suis arrivé à Mauthausen. En passant par Compiègne. En passant par Compiègne. Montluc, je suis resté pendant un mois à Montluc en cellule. J'ai été une fois interrogé à l'école de santé, dans le Berthelot. Je n'ai pas été matraqué, mais il fallait que je m'inculque ma nouvelle identité. Je m'appelais plus Jean Monin, je m'appelais Richard André. Il est évident, quand vous arrivez dans une cellule, vous pensez tout de suite, on vous pose des tas de questions. Alors il fallait que je reste très discret. Et j'avais une peur terrible, c'est que quand je sentais monter au premier étage, les gardiens, j'attendais arriver le gardien de ma porte, je disais, s'ils disent Jean Monin, il faut que tu restes stoïque, c'est plus Jean Monin. C'était quelque chose de très... C'était important que je m'apprenne de cette nouvelle identité. Et de là, j'ai été emmené à Compiègne, et de Compiègne, c'était quand même... comment dirais-je, je dis ça, c'est le paradis, il n'y avait pas de paradis, mais on disait si c'est là, on va pas si on est arrêté là, on sera bien parce qu'il y a des gars qui recevaient des colis, la Croix-Rouge, moi je pouvais rien savoir, j'étais anonyme, hein, j'étais bon. Et alors, une anecdote, j'ai découvert à Compiègne le beurre salé, parce que j'étais dans une baraque avec des Bretons, et ces Bretons recevaient des colis. Et c'est là que j'ai découvert le beurre salé. Moi, en tant que gros Savoyard, je n'avais jamais mangé de beurre salé. Et alors, au bout d'à peu près un mois, un soir, à l'appel du soir, on note mon nom, Richard André. Demain matin, enfin, puis d'autres aussi, hein, que demain matin, il fallait être à 5h30, je crois que c'est 5h30, il fallait être sur la place pour en aller. Hein. Et 5h30 le lendemain matin, on est parti directement à pied, à peu près à 3-4 km, la gare de Compiègne. Gare de Compiègne, on est arrivé voilà, à 7h, 7h moins le quart. On était tous sur le quai de la gare de Compiègne, un train 13 wagons, parce qu'il y avait un 13e wagon avec une mitrailleuse au sommet, le wagon de queue avec une mitrailleuse, et 12 wagons de bestiaux sont arrivés. Et là, les portes se sont ouvertes. On nous a donné une miche de pain, un pain rond, et un saucisson. Et on nous a embarqué une centaine par wagon, puisqu'on est parti 1218. Je l'ai appris après, c'est pas le jour-là, je l'ai appris après mon retour qu'on était 1218 dans ce train. Le train est parti, et en cours de route, il s'est arrêté dans la nature. Et la porte de mon wagon s'est ouverte. Ils ont fait descendre un ou deux personnes, je ne me souviens plus très bien. Et de chaque côté de la porte du wagon, ce n'était pas des SS qui étaient là, c'était des chemisoires italiennes, qui étaient le garde rapproché de Mussolini.
mais qui était là pour remplacer les SS, parce que Mussolini avait déjà, je ne sais pas ce qui s'était passé, enfin, je ne me souviens plus très bien. Enfin bref, ils ont mitraillé, remis les gars dans le wagon, il y en a un qui n'était pas mort. Pour l'exemple. Oui, un exemple, et il y en a un qui n'était pas mort, on s'est tous reculés, il s'est agonisé, il est mort pendant le transfert, et le train est reparti. Et dans l'après-midi, le train s'est arrêté à une petite gare, je ne sais pas où c'était, hein, s'est arrêté. Le wagon de queue était vidé de ses occupants. Ils se sont déshabillés, jeté leurs vêtements dans le wagon de queue, et tous les wagons, les uns après les autres, on a fait la même chose, on est sorti du wagon, allé au wagon de queue, s'est déshabillé, jeté nos vêtements dans le wagon de queue et reparti dans nos wagons avec 10 personnes de plus par wagon, puisqu'on était plus 100, on était 110 par wagon. Pour les évasions. Pardon? Pour éviter les évasions. Pour éviter les évasions. Et leur train est reparti. Et ça, c'était la première journée. C'est-à-dire qu'on a passé 2 jours et 3 nuits dans les wagons à bestiaux. Alors, il est évident que personne n'avait faim, mais par contre, c'était quelque chose de terrible parce qu'il y avait la promiscuité, pas la faim, mais la soif surtout, la promiscuité. Et puis c'est terrible parce que je comprends ça. Les gars sont devenus fous. Il y a des gars qui appelaient leur mère, qui étaient vraiment. C'est terrible ce voyage. Et j'ai eu la chance de toujours garder cette lucidité. Pour moi, je dis tu sortiras du wagon. Tu sortiras, tu attends, c'est tout. Je n'ai pas paniqué, mais je me rends compte beaucoup ont paniqué. Alors évidemment, il y a tellement de facteurs qui étaient défavorables, les urines, hein, l'odeur, puis le reste, hein, chacun pendant. Vous imaginez un petit peu, des hommes pendant 3 jours, hein, les excréments, tout ça, enfin bref. Mais voilà, puis la soif. Moi, je me trouvais sur le fond du wagon et l'eau ruisselait, il y avait de la condensation. C'était l'hiver? C'était l'hiver, c'était au mois de mars. Hein. Il y avait de l'eau qui coulait le long je pouvais passer ma langue sur le paroi du wagon. Hein, mais enfin, c'était terrible ce voyage. Et à 5 h du matin, on est arrivé à Mauthausen. On ne sait pas on ne sait pas en garde-matin, on ne sait pas où on était. Hein. Il y avait de la neige. Il y avait 15 cm de neige. Le wagon de queue était ouvert, vidé de tous les vêtements par terre dans la neige, enfin sur la neige, et tous nos wagons s'étaient ouverts, et les SS, à coup de crosse, il fallait faire vite, essayer de récupérer un pantalon, une veste, une paire de godasses. Hein, bon, il y en a qui sont montés à pieds nus, qui est monté au camp pieds nus, et on est parti en rang, on ne savait pas non plus où on allait, hein, pour nous c'était quelque chose de terrible, de trouver toujours en main à sortir enfin c'était terrible. Ça fait 6 km? Oui, 4 km 500, 5 km, je ne sais pas exactement. Et les villageois, il y en avait là ou pas? Nous, c'était de nuit, hein, c'était 5 h du matin, 6 h du matin. On n'a pas vu de villageois, hein, non. On est monté, on est arrivé au camp, ça devait être par là, 6 h 30, 7 h. Et au camp, là aussi, on ne savait pas ce qui nous attendait. Quand on est arrivé dans la journée, il y a le chef de camp qui a annoncé qu'on était rentré par la porte, mais qu'on sortirait par la fumée des cheminées crématoires. Et on était là en attente. Alors on passait par. On ne savait pas exactement ce qui se passait. Moi je suis passé dans l'après-midi vers les 16 h par là, aux douches. On descendait des escaliers, et dans les douches, là on pesait nos vêtements, parce qu'on n'avait rien. Sur nous on avait quoi? Que nos vêtements, hein, notre culotte, notre pantalon, notre chemise et notre veste, c'est tout ce qu'on avait. On n'avait rien d'autre, on n'avait pas de bagages, rien du tout. Et là, il y avait la tonsure, on vous enlevait les vêtements, on vous tondait complètement les cheveux, la tête, on vous rasait complètement le corps, et là, il touchait rectal pour savoir si quelqu'un avait caché une nuance ou quelque chose. Le gars qui avait une montre, on lui piquait sa montre, tout était enlevé, on devenait des contrôles dentaires aussi, pour les dents en or, savoir s'il y avait voilà. Et après, on passait aux douches. Et là, la douche, c'était aussi... enfin, j'y repense en souriant maintenant, mais c'était comme dans un cirque. Et, il y avait, au milieu, il y avait les hommes, puis de chaque côté, il y avait un gars habillé en rayé, de chaque côté autour de nous, qui était avec une lance d'eau glacée, puis l'autre avec de l'eau bouillante, pour fait qu'on reste les uns contre les autres, là, pour la douche. Ça durait pendant 4-5 minutes. De là, on ressortait de la douche, on sortait, on nous donnait un pantalon, pas un pantalon, un caleçon, une chemise et une paire de galoches. Et on était en rang, en attente, pendant une trentaine dehors, 30 à 40 dehors,
au froid, hein, à poil. On ne mettait pas la chemise tout de suite. On était là en attente d'aller en quarantaine. Et de là, on partait, quand il y avait une quarantaine de gants, on partait au bloc de quarantaine. Qui est affecté au bloc quarantaine, bloc 15. Et là, c'était le début de la discipline à apprendre dans le camp. Alors la quarantaine, c'était la journée, toute la journée dehors. Hein. Non, entre-temps. Entre-temps, on a donné le deuxième jour, il y a qui sont passés, remplir une fiche. La fiche de ton camp, il y avait dessus le nom, ça, on donnait en matricule. Mon matricule, c'était En allemand 60, oui, en allemand, il fallait l'apprendre. C'était 60 von der Node, 60 509, et il fallait l'apprendre par cœur. Et on donnait également un petit morceau de ferraille qui était embossé avec un fil de fer. Te donnait ta veste rayée, ton pantalon rayé et ton mutsen. Le béret. Je perds là encore en allemand parce que on appelait ça le mutsen. C'était le nom véritable. Hein. Et on te faisait coudre sur ta veste et sur ton pantalon, ton matricule, triangle rouge avec le F et ton matricule. Et la journée, qu'est-ce que tu faisais? Tu étais dehors, au froid. Alors il faut tout réchauffer, on se mettait les uns contre les autres, on se tapait les uns contre les autres. Hein. Pendant 40 jours, ça. On n'a pas passé, c'était 3 semaines, il n'y avait jamais les 40 jours, parce qu'ils avaient besoin des gars pour aller bosser. Hein. On t'apprenait ce que c'était. Et le soir, tu couchais à plat sur des paillasses par terre, tu vois. Et alors là, c'était pareil, les capots étaient dureté, une méchanceté, c'était affreux. C'était affreux. Les capots, c'était des prisonniers, mais c'était surtout des Polonais et des droits communs allemands. Parce que la création du camp, ce sont en 1938, ce sont un millier de droits communs allemands, c'est-à-dire des criminels qui ont été affectés au camp de Mauthausen pour prendre le camp, pour être chef de bloc et s'occuper d'être capot. Prendre justement, après les Polonais sont arrivés, quelques femmes paraît-il, parce que j'ai lu les femmes, parce qu'on n'a pas connu de femmes, sauf à la Libération. Et après les Espagnols sont arrivés, les Polonais, et surtout les Espagnols qui sont arrivés en 40, 41, 42. Les Espagnols sont arrivés qui ont été pris dans les stalags, qui étaient prisonniers de guerre, mais qu'on n'a pas reconnus, qu'on a pris comme des apatrides. Et après avoir ce passage en quarantaine, j'étais affecté au bloc 11 et à un travail aussi. Et mon travail consistait à travailler les 3 premiers mois à peu près, je travaillais à la carrière, on descendait tous les... D'abord, on a appris à vivre dans des chalits, appris à vivre dans ces baraques, dans ces baraques, les baraques où il y avait une chambre, la chambre A, la chambre B, et au milieu il y avait les latrines, c'est-à-dire les abords, les latrines et les pissoirs, et on appelle ça pas des lavabos, il y avait un point d'eau avec je ne retrouve pas le nom, enfin, des vasques, des grandes vasques où l'eau sortait et giclait, et là il fallait tous les matins, l'hiver c'était 6 heures et l'été c'était 5 heures du matin, il fallait venir torse nu et se laver là cela. Et alors après s'être lavé, c'était l'appel on nous donnait un café, on nous donnait une gamelle aussi, parce que j'essaie de me souvenir, comment dirais-je, dans la continuité, on nous donnait une gamelle. Ma gamelle, moi, c'était une cuvette que l'on trouve dans les cabinets de toilette, hein, qui était une cuvette émaillée, mais qui n'avait plus d'émail, c'était vraiment une petite cuvette, et c'était ma gamelle. On n'avait pas de cuillère, on n'avait pas de couteau, absolument rien. On n'avait que ça comme ustensile pour nourrir. Alors, le matin, après de passer aux toilettes, oui, il y avait les abords. On se mettait en ligne, la queue leu, derrière chacun l'un derrière les autres, et il y avait un bouteillon où on donnait une eau colorée. C'était pas du café, hein, c'était de la chicorée peut-être, je sais pas, enfin bref. C'était chaud. Et après tout cela, on mettait entre étaines, il fallait aller sur la grande place, et chaque bloc, parce que les bureaux de bloc, on allait se mettre en rang par 10, et on était comptabilisé, il ne fallait pas qu'il y en a qui dépasse, qu'un pied dépasse ou autre, on était comptabilisé. D'un côté, il y avait le SS qui passait avec le chef de camp, et de l'autre côté, le capot.
faisait le comptage, il fallait qu'il y ait un temps de nombre, on était, je ne sais plus, 200 et quelques par bloc. Il y avait un comptage qui était fait pour tous les blocs avant de partir au travail. Et là, on se mettait de demi-tour et on partait devant la grande porte d'entrée. Et là, on passait devant le chef de bloc, chef de camp, Mutzen ab, il criait Mutzen ab, il fallait enlever le béret et regarder le chef de camp. Et là, on descendait les escaliers pour aller travailler à la carrière, où j'ai travaillé pendant 3 mois et demi à la carrière. Et la carrière. C'était toute la journée. Là, c'était toute la journée. On travaillait le matin à partir puisqu'on s'était réveillé à 6 heures, on descendait vers les 7 heures à la carrière, et on remontait le soir à 5-6 heures. Ces pierres servaient à quoi? Pardon? Ces pierres de la carrière? Mais ça servait pour des monuments pour Hitler, à la gloire d'Hitler. Et après, ils se sont rendus compte, parce que c'est là où nous sommes rentrés en vigueur, où j'ai été affecté à des... Ils avaient créé 2 ou 3, je ne me souviens plus exactement, des ateliers où on faisait l'assemblage des ailerons d'avion. Parce qu'à côté du camp de Mauthausen, il y avait un commando, il y avait le commando de Gusen, et un deuxième commando de Gusen 2, où les déportés avaient construit en 1943 7 km de souterrain pour installer des usines d'aviation pour faire le Messerschmitt 262 à réaction. Et alors, à Mauthausen, il y avait 2 ou 3 ateliers où on faisait l'assemblage des ailerons d'avion. Alors on faisait avec une bourre-machine un trou, on faisait le rivetage, c'était un atelier, une baraque assez grande, hein, et c'était un cercle, hein, et chacun était là avec sa bourre-machine, faisait des trous, faisait son rivetage, et ça continuait comme cela autour, hein, chacun. Il y avait un capot qui était là autour, il fallait faire attention. Souvent avec mon copain Georges Tegui qui était à côté de moi, on faisait des trous qui étaient c'était des trous je ne sais plus si c'était du 8 ou du 10, mais le trou c'était à la sortie, mettons que ce soit du 8, c'était plus du 8, c'était du 9 ou du 10, pour qu'il y ait pour que le rivetage se fait. Et on mettait souvent aussi des rivets, pas tout le temps, parce qu'il fallait faire attention. Si on se fait prendre, je ne sais pas ce qui serait passé. Et on mettait des rivets qui s'écrasaient mal, tu vois, qui avaient été un rivet. Moi j'ai appris tout ça sur place. Les rivets, il fallait qu'ils soient recuits pour qu'ils s'écrasent bien. Alors voilà. Et après, au mois de février, là tous les matins on descendait à la carrière. Ces ateliers se trouvaient dans le périmètre de la carrière. On descendait tous les matins, on descendait ces 186 marches et on remontait tous les soirs les 186 marches pour venir recoucher. Et il y avait le seul, il y avait l'appel du soir aussi. Et on mangeait notre soupe à midi. À midi, se trouvait à la carrière, sauf le dimanche, on la mangeait au camp. Et en février, fin février 1945, j'ai été affecté, j'étais emmené, je n'ai pas été affecté, on nous a pris une dizaine le soir du travail de ces ateliers. On nous a emmenés à pied, qui était à 5 km, Gusen 2, Saint-Jordan. Et là, on est rentré dans des souterrains où il y avait 7 km d'usines souterraines, on faisait le Messerschmitt. Et là, j'ai travaillé pratiquement jusqu'à la libération. J'ai été ramené 3 semaines avant la libération, j'ai été ramené de Gusen 2, parce que j'ai dit que j'étais crank, et j'ai été ramené au revire de Mauthausen, et là j'ai bien cru que je crois bien que c'est le seul moment de mon époque, de ma période où j'étais en camp de concentration, où j'ai pensé que je m'en tirerais pas, parce que j'étais mis dans un bloc de revire, le bloc c'est les crevards, un bloc de crevards. J'étais ramené avec des crevards, parce que là aussi j'ai pas compris, le gars qui m'a regardé, qui m'a... on appelle ça sculpté, le Toubi, il m'a mis avec des crevards. Et normalement, quand je vais me comparer à eux, j'aurais jamais dû revenir avec eux. Et j'ai été ramené sur Mauthausen, au revire de Mauthausen, dans des comment on appelle ça, les wagonnets où on met les cailloux. On était ramenés là, il y en a qui sont crevés en route, hein, excusez-moi le terme, mais c'est comme ça. On était pour autre chose. Et on était ramenés dans une baraque au revire de Mauthausen, c'était également des crevards. On était sur un chalet à 3 étages, il n'y avait plus de planches, il y avait 3-4 planches. Hein, et les gars crevaient à côté de toi. Et là, j'ai eu une chance inouïe, au bout de 2 jours que j'étais là, j'ai eu un début de chasse de dysenterie. Et c'est là que j'ai cru que j'allais y rester. Parce que dans cette atmosphère aussi, parce que on savait ce qui attendait là. C'était la mort, hein, c'était un mouvoir. Il est passé un gars, mousse blanche,
Je lui ai dit que j'avais la dysenterie, il m'a donné un cachet d'aspirine, mais je ne sais pas s'il m'a fait. Et j'ai pu lui dire que j'étais là, j'étais au revoir, qu'il fallait prévenir mon copain José Ceresedas, qui était un Espagnol qui se trouvait à la chambre Stoup, c'est-à-dire au bureau des entrées, c'est lui qui faisait les fiches. Et Georges te dit que j'étais là, qu'il fallait absolument me faire remonter. Et 3-4 jours après, appel, Ricard André, je suis remonté là j'étais planqué pendant 15 jours, juste avant la libération. J'étais planqué pendant une quinzaine de jours dans un bloc à Mauthausen. Par les copains. Par le copain, oui, voilà. J'ai eu une chance inouïe que ça se trouve, que je peux prévenir. Et la solidarité. Ah, la solidarité qui serait formidable, ça. Ça, c'est vrai que c'était sensationnel. On avait créé d'ailleurs, il y avait une résistance, enfin, on n'avait pas grand-chose, pas de résistance, mais psychologique, la résistance psychologique. Et on disait, si on devait mourir, si on doit, parce qu'à la fin, on avait peur qu'ils nous mitraillent ou qu'ils nous mettent ils nous emmènent dans les souterrains pour nous gazer, tu sais, à Gouzen. Et on avait dit, si c'est cela, on se révolte, hein, on touche une masse, on serait mort, hein, on n'avait pas grand-chose. C'est quand une mitrailleuse ou deux mitrailleuses tirent sur des on n'avait pas spécialement d'armes, il y en a quelques-unes, mais enfin qui étaient planquées par les Espagnols. Et alors on avait créé en même temps une famille. Je me souviens, on était 5 où on s'entraidait. S'il y a un qui revenait de commando qui était fatigué, on même un peu de notre soupe, hein, malgré ça, on avait faim pourtant. Enfin, c'est ça la solidarité. Puis le dimanche, on ne travaillait pas. Alors le dimanche, on s'entraînait psychologiquement. Le dimanche après-midi, qu'est-ce qu'on faisait? On parlait, qu'est-ce qu'on va manger quand on va rentrer? On faisait des menus, tu sais, des plats. Je me souviens, c'était comme ça. Et il y a eu après la libération de... Et la libération, quand les Américains sont arrivés, mais moi, comment ça s'est passé? alors moi, j'ai pas eu cette chance, j'aurais voulu être là quand les Américains sont arrivés. Mais comme Mauthausen est le dernier camp qui a été libéré, en mars 45, il y a eu à peu près 500 femmes de Ravensbrück qui sont arrivées à Mauthausen. Et la Croix-Rouge internationale qui avait découvert Ravensbrück, qui avait découvert Bergen-Belsen, Dachau, tout ça, la Croix-Rouge internationale, c'est alarmé en disant mais c'est pas possible, il y a encore des camps, il faut il y a eu des discussions avec les autorités du nazi pour rentrer dans les camps, pour ramener les gars qui étaient encore vivants. Et c'est comme ça que la Croix-Rouge est rentrée le 24 avril, est rentrée au camp, ou le 26 avril, est rentrée au camp pour emmener les femmes de Ravensbrück. Il y a eu plus de 500 femmes qui ont été emmenées dans des camions de Croix-Rouge internationaux qui ont été emmenées avec des hommes sur la Suisse. Il y a un deuxième convoi, il y a eu un troisième convoi dont j'ai fait partie, je crois que c'est le 28 avril, où j'ai été emmené également dans ces camions de Croix-Rouge internationale par la Suisse. Les Américains sont arrivés Ils sont arrivés au mois de mai, le 5 mai, sont arrivés, mais entre-temps, le 28 avril, les SS ont quitté le camp. Ils sont partis et le camp était gardé par les gardes. Non, les capots, ont été gardés, ils sont restés dans le camp, le camp. Ils ont été gardés par les pompiers de Vienne et la police de Vienne. Le camp était gardé. Et les 5, quand les Américains sont arrivés, c'est là qu'il y a eu le carnage. Tous les capots ont été encore des gars valides. Hein. Les Espagnols étaient beaucoup plus solides parce que les Espagnols, quand on résistait, ils travaillaient à la cuisine, ils avaient, tu vois... Ils avaient l'emploi réservé. Voilà, l'emploi réservé, voilà, c'est ça. Ils étaient bloc-freezer, c'est-à-dire qu'ils rasaient les SS, tu vois, ils étaient... J'en connais un qui était c'est un Belge, il était à Gouzen, eh bien, il était bottier, il faisait les bottes pour les SS, il avait, tu vois, un emploi réservé. Il y a eu heureusement qu'il y a eu des choses aussi comme ça. Moi, j'en ai bénéficié parce que, comme mon bloc était le bloc 11 et derrière, j'étais emmené depuis la Haute-Savoie avec un copain espagnol, j'étais pris en amitié par les Espagnols, tu vois, j'étais un peu leur... Au début, c'était un peu dur parce qu'on était des Français, puis quand ils ont su qu'on était également des résistants, ça a complètement changé. La tu vois. solidarité a joué. Voilà, la solidarité a joué. Et j'ai eu cette chance-là, d'ailleurs, c'est comme ça, par ce copain espagnol, qui m'a pu me faire remonter du Revire, qui était, voilà, José Ceresedas. Et alors, pour revenir à Bergenstaden, au départ de notre visite, quel était le but de ce lit d'aigle?
Mais c'est la naissance, pas la naissance du nazisme, mais c'était le, comment dirais-je, le joyau. C'est là où Hitler avait fait son Berchtesgaden. Il était autrichien, hein, et Berchtesgaden pour lui c'était Berchtesgaden est allemand, mais il avait fait il venait en villégiature. C'est là où il a fait son comment dirais son palais, puisque on peut prendre l'histoire de Berchtesgaden, on a tout depuis sa, comment dirais-je, sa nomination en tant que, comme on l'appelait, de chancelier. Oui. Et alors, depuis plusieurs années, je fais des voyages, et là je crois que c'est je ne sais plus combien, le 10e voyage qu'on a fait cette année, je tiens à amener des personnes qui découvrent justement pas la naissance, parce qu'il s'est né en 1933, mais ce que représentait le nazisme, qui était la base, hein, le noyau du nazisme, puisque quand on visite Berchtesgaden, on se rend compte ce que ça représentait, les souterrains et tout cela. Et que je tenais de faire ces voyages, de faire connaître justement à des personnes, des adultes, des pères, des grands-pères, pour se rendre compte ce que ça représentait pour leurs petits-enfants, pour expliquer tout ça. Et de là, de partir depuis Berchtesgaden, partir après dans un camp de concentration, c'est ce que nous avons fait. Progressivement. Voilà. L'étape progressive. L'étape progressive. Alors pourquoi ils ont construit cette ville souterraine? Ils avaient peur déjà d'être bombardés? Mais j'étais pour d'être protégé, se protéger, pour dire c'est la folie d'Hitler, d'être protégé. Comme la plupart des dictateurs, hein, ou des empereurs, se sont protégés de cette manière-là. Hein. Alors après, donc, cette visite du Nid d'Aigle, on va à NBC. Je voudrais rajouter en ce qui concerne le voyage tenu, et cette année, particulièrement ce voyage de cette année, j'étais très très touché et très heureux d'avoir avec nous des enfants déportés. Ça m'a touché au fond du cœur. Que si, je le dis, c'est pas pour dire merci, mais ça m'a vraiment touché parce que ils méritent, toutes les personnes déportées, et en plus un papa soit lui rendre hommage. Et en plus, les Espagnols aussi, d'Annecy, sont rejoints nous, parce que j'ai une grande reconnaissance pour les Espagnols. Si je suis en vie, c'est grâce aussi aux Espagnols. Alors, pour ça que je tiens à faire ces voyages et d'amener le plus bon possible d'Espagnols ou autres pour qu'ils découvrent ce que les Espagnols ont vécu. Voilà. Les Espagnols, chaque année, ils viennent? La plupart, oui, quand j'en connais, qui viennent. Cette année, il y en avait 11 familles espagnoles qui n'ont pas vécu là-bas, mais dont les parents ont vécu la guerre d'Espagne, et je leur ai fait passer le message. Et un d'ailleurs, il y avait un petit-fils d'Espagnol qui était à Mauthausen, qui est venu, qui s'est joint à nous. Tu te rappelles, M. Poncet, là? Voilà, qui était... Surtout qu'on a appris, disons, le rôle que les Espagnols ont joué dans la résistance en Haute-Savoie. Ah, voilà aussi, en plus, c'est tout un ensemble. C'est formidable, parce que tu vois, J'étais ignorant complètement de cette résistance en Haute-Savoie qui a été vraiment fait d'armes. Ah oui, c'est formidable. Pour ça que... a été libéré presque par les Espagnols. Ah, presque, oui, ils ont aidé beaucoup. Ils faisaient partie de Guerrière au départ. Ils étaient là. Oui, c'était... Ah oui. Donc, notre visite, donc, ça commence par... Par Berchtesgaden, et après, l'après-midi, après avoir vu évidemment le Nid d'Aigle, mais ce qui est important aussi, c'est de découvrir le musée. L'ascenseur qui est resté dans son jus, comme on dit. Oui, c'est ça, voilà. Et de là, on est parti l'après-midi, on est allé à Ebensee, qui était un commando de Mauthausen, parce que Mauthausen avait à peu près 70 satellites qui se trouvaient autour du camp central qui était Mauthausen. Les commandos, en fait, c'est des camps de travail. Des camps de travail, oui, qui étaient des déportés qui passaient par le camp de Mauthausen et qui étaient envoyés après dans différents lieux où on avait fait là aussi. Ils ont construit des souterrains où il y a plus de 5 km de souterrains à Ebensee. Et là aussi, il en est mort beaucoup, énormément. 7 000 sont passés par le four crématoire. Ah oui, c'est pour ça que c'était terrible. Et quand on voit les photos de la libération d'Ebensee aussi, parce que il y a une grosse majorité pas une majorité, mais une grosse partie de déportés qui avaient été rapatriés à l'avance des Russes, qui ont été rapatriés à partir de mars, avril 1945, qui ont été ramenés
de Melk, je sais plus le nom, de différents commandos qui se trouvaient vers Vienne, qui se trouvaient sur le Danube, qui ont été ramenés, une petite partie sur Mauthausen, mais une grosse partie sur Ebensee. Parce que les Allemands avaient peur des Russes. Avaient peur des Russes, et puis il fallait rapatrier, ils pensaient toujours qu'ils allaient gagner la guerre. Hitler jusqu'à la fin, jusqu'au bout, hein, il a cru, il aurait pu arrêter avant. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu un attentat, certains voulaient arrêter la guerre avant. Mais il est allé jusqu'au bout. Et beaucoup de déportés qui ont été ramenés, on a eu la marche de la mort, il y a eu des gars qui ont été ramenés sur des comment on appelle ça, sur des péniches, sur le Danube, ont été ramenés sur Ebensee. Ils s'étaient déjà bien fatigués pour cela, et ils ont été inouïs quand on voit les photos de la libération d'Ebensee, c'est affreux, c'est terrible. Mais quel état étaient les hommes, hein. Et alors donc c'est les Américains qui les ont libérés? Les Américains qui ont libéré. Puis après, il y a les autres camps qui ont été... Enfin, Commando, c'est un des derniers, le Mauthausen le dernier, et Ebensee était libéré le jour après, le 6. Pas en même temps? Pas en même temps, hein, il a été libéré après, parce qu'il n'était pas sur le même, comment dirais-je, trajet. Voilà. Et alors, on pense que les villageois ne savaient rien, mais en fait tout le monde savait. Mais évidemment, ils savaient, mais c'est toujours pareil. Sous une dictature, tu ne parles pas. Si tu parles, si tu es obligé. Il y avait de la résistance, mais la plupart des résistants avaient été arrêtés aussi. Il fallait se taire, alors ils étaient latents, comme beaucoup ont été en France aussi, hein. Parce que si on prend la France, la résistance sous l'époque de Pétain, il y avait 1% de résistants et le reste, c'était passif. C'était du passif. Voilà. Et en Autriche, pourtant, il y a eu une résistance passive, puisque il y a une Autrichienne qui a sauvegardé des négatifs. Ah ben oui, mais il y a eu, partout, toujours, la liberté joue un être humain. Il y a des cas qui prennent des risques. Elle a pris des risques, cette femme. Et il y a ce groupe d'Espagnols qui est arrivé en 40, c'était une cinquantaine d'Espagnols, je ne sais pas si tu as lu tout cela, qui étaient arrivés de Montauban et qui étaient arrivés à Mauthausen pour travailler directement chez Pochacher, qui était la carrière de Mauthausen, qui était un propriétaire autrichien qui avait propriétaire de cette carrière. Il est arrivé pour travailler là, et ils avaient un statut spécial. Et ils avaient des contacts, ils ont pu avoir des contacts, parce qu'au départ, ils n'étaient pas bien riés, on le voit d'ailleurs sur les photos. Il y avait une cinquantaine, dont le plus jeune avait 14 ans. Et c'est comme ça que les liens se sont créés, voilà. Mais il y a toujours... Oui, il y a toujours. Et tu as des Autrichiens qui ont été fusillés le 24 ou 25 avril, qui ont été fusillés, mais qui étaient arrêtés depuis de nombreuses années, qui étaient aussi à la prison de Mauthausen. Et on les a fusillés juste avant la libération. Non, c'était l'élimination des êtres à ce moment-là. Et alors pourquoi les Allemands faisaient tant de photos? J'ai été surpris par le nombre de clichés qu'ils ont Oui, réalisés. mais ils faisaient ça parce qu'ils voulaient garder, c'est toujours pareil, c'est chez l'homme, hein, garder leur ego. Oui, c'était... D'ailleurs, c'est surprenant parce que tu vois ces photos du camp, puis tu vois les photos également de leur vie extérieure. C'est là où on peut faire les différences. C'était des criminels la jour et des bons pères de famille. Je suis rentré chez eux. C'est l'homme. On revient toujours à l'homme, l'homme au bon et au mauvais. C'est ça. Alors, il est évident, après, il y a la peur qui jouait aussi pour les Allemands, qui s'est produit chez nous aussi, pour l'époque de la collaboration. Chez nous, on a eu les mêmes problèmes, des gens qui ne voulaient pas bouger, puis d'autres qui résistaient. Et on a eu la chance d'avoir ce photographe au labo photo. Ah ça, c'est espagnol, c'est formidable, parce qu'il a été formidable. Ah oui. Il a sauvegardé des centaines de clichés. Oui, c'est inouï. Ben, on a plus de 500 photos, je ne sais pas si tu as pris le bouquin non? Oui, je l'ai pris, oui. Ben, le bouquin, tu as vu, c'est cette exposition que j'avais faite, que j'avais fait à Bourg-de-Péas, que j'ai fait après à Valence. C'est phénoménal, parce que c'est un témoignage pour les générations futures. Ah ben c'est bien, c'est formidable pour les jeunes, ça c'est très très intéressant. Très intéressant. Et ceux qui disent que ça n'a jamais existé, c'est des preuves quand même... Ah ben sont flagrantes, hein, on peut pas le nier, hein. C'est pas possible. Ah oui. Les négationnistes, là, Ah oui.
sans rien à dire. Alors c'est pour ça que je tenais aussi, alors quand on est arrivé à... Ben, le lendemain on est reparti, on est parti des Benzés, hein. On est parti à Gouzen, et à Mauthausen, on a monté la carrière, les 186 marches, et après on a visité le camp. J'ai vécu pendant... Alors, comment tu ressens le fait que à Ebenzé, il y a une cité qui s'est montée à la place du camp, Ben oui, un hein. lotissement. Ben, il y a un lotissement, mais c'est des gens toujours pas. Il fallait utiliser. On revient toujours aussi à l'homme, à la finance. Le terrain a été donné pratiquement. Hein, et on veut effacer, mais les gens qui sont là, ils savent pas. Ils savent maintenant ce qu'ils sont passés. D'autres, certains, je ne pense pas que les gens qui ont vécu à l'époque se soient installés là. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais enfin, moi, je ne pourrais pas vivre dans un cas. Mais c'est comme ça. Et c'est pareil à Gouzen. Hein. Gouzen, c'est la même chose. Et à Gouzen, on voudrait garder. À Gouzen, il reste deux baraquements. Et il reste la carrière. On se bat justement contre le propriétaire pourchasseur, qui a une carrière aussi à Gouzen. On se bat pour garder ces vestiges. Parce que c'est important qu'on puisse les garder et les rénover. Et le concasseur, c'est celui de la carrière. Non, il y a un autre. Il y avait une carrière aussi à Gouzen. Il n'est pas les mêmes granites. Il y en a, je ne sais pas, un qui est plus blanc que l'autre. Parce qu'à Gouzen aussi, c'était important aussi, Gouzen. Il y avait au départ, il y avait une souterraine, en dehors de Saint-Georges, qui était créée après. Il y avait une fabrique qui fabriquait des fusils, fabriquait pas mal de choses aussi à Gouzen. C'était important comme camp. Et alors après, quand vous êtes rentré de Caen, comment ça s'est passé? Est-ce que les gens, ils ont raconté? Est-ce que ça a été l'omerta? Tu sais, on n'avait pas envie d'en parler. Puis les gens n'avaient pas envie d'en recevoir non plus, parce que les gens sortaient de 4 ans de guerre, 4 ans comment dirais-je, de malnutrition, comment on appelle ça, tickets d'alimentation. En 47, 48, il y avait encore des tickets d'alimentation. Tu sais, alors, évidemment que les gens, ils avaient aussi leurs propres problèmes. Ils n'ont pas voulu entendre. Ils n'entendaient pas, puis on n'avait pas envie d'en parler. Puis c'était tellement, comment dire, pour essayer de comprendre cela, tellement difficile pour quelqu'un, tu dis, mais oui, j'ai vécu ça. Mais ils n'avaient pas envie d'entendre d'une part, puis non, puis on n'avait pas envie d'en parler. Ouais. Moi, j'en ai, beaucoup de gens ne savaient pas que j'étais un déporté, même ils l'ont su. Quand tu as 65 ans. Voilà, quand j'ai quand t'en as parlé. Quand j'en ai parlé, quand j'en ai parlé, parce qu'avant j'en parlais pas. Hein, on n'est pas des, comme je le dis souvent, on est des hommes comme les autres. On a eu la chance de revenir, c'est tout. Et alors c'est après justement que quand j'ai eu l'occasion d'aller avec des jeunes, et mes petits enfants surtout, que je me suis rendu compte, mes enfants m'ont dit, mais il faudrait que tu expliques quand même tout ça. Que j'ai dit, quand ma retraite, j'en parlerai, depuis ma retraite, j'en parle. Le témoignage des survivants, c'est important. Oui, c'est très important. Je me rends compte l'attachement de ces enfants, de ces jeunes, que je rencontre. Ils sont vraiment, j'ai vraiment très, très, très heureux de ce retour que j'ai de chez ces jeunes. Et puis plus le temps passe, plus c'est important, parce que les survivants, en plus, il y en a de moins en moins. C'est un peu en moins, c'est vrai. C'est vrai. Et on se rend compte que la mémoire est importante. Très, très importante, je sais, par les témoins qui ont vécu, par les gars qui ont vécu cela. Parce que ces événements, il y a beaucoup de comment dirais-je, d'écrivains, d'historiens mais ce sont des historiens. Alors le mieux encore, c'est ceux qui vont voir sur place, qui sont sur place, qui se rendent compte. C'est ça aussi. Là, il y a des gens qui parlent bien. J'ai un camarade Germain que j'emmène avec moi, il peut parler de la déportation parce qu'il a vécu avec moi, je l'emmène avec moi dans les collèges, tout ça, et il sait ce que c'est. Il est venu, je crois, 19 fois avec moi à Mauthausen. Il connaît les escaliers, il connaît l'histoire. C'est pour ça que... Bah écoute, je pense que... Là, tu m'en fais dire des... Moi, j'ai juste une question. En tant qu'être humain, cette histoire a forcément eu un impact. Ça a dû changer des choses chez vous, c'est évident. Est-ce que vous voudriez synthétiser un petit peu tout ce que vous venez de dire? Évidemment, c'est compliqué en quelques mots pour décrire ce que ça a changé chez vous, la vision de l'être humain.
des conditions, etc. Oui, évidemment, je voulais déjà donner, pour moi, l'être humain, c'est pas une bête humaine, mais enfin, l'être humain est tellement complexe. Mais vous avez le bon puis le mauvais chez l'être humain. Et en général, c'est toujours le mauvais qui prend sur le bon. Il y a toujours cette... on n'a rien inventé, hein. Depuis le monde existe, ça a toujours été. Pour moi, c'est un loup parmi les loups, hein. C'est tout. Alors, ce qu'il faut arriver, c'est ce que je dis aux jeunes, il y a plusieurs bases qui font. Premièrement, il y a tellement de choses, des valeurs de l'être humain qu'on a eues beaucoup dans le camp de concentration. On a eu la chance, pas la chance, on a eu le chance de revenir et pouvoir l'expliquer. Mais c'est cette solidarité qui s'est trouvée, comment dirais-je, cette solidarité que nous avons eue entre les hommes, et également des bases de respect et de comment dire, générosité qui s'est produite entre les hommes. C'est ça, c'était quelque chose de très important. Et que j'ai essayé, moi, après, dans ma vie de tous les jours, d'essayer d'avoir beaucoup d'humanisme. Et je pense avoir réussi de ce côté-là. Et où j'ai la chance aussi, aujourd'hui, c'est d'avoir 4 petits-enfants qui sont très humains. Ça aussi. Puis j'ai rencontré beaucoup de gens humains. Ce qui est important, c'est de faire ressortir de l'être humain cette générosité qu'on a. Parce qu'il l'a dans l'homme. C'est vrai que c'est... Ce qui est important, c'est la volonté quand même. Eh bien, ça aussi. Là aussi, mais ça, c'est la volonté, la résistance. Mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est mon problème le mental. Je savais pourquoi j'étais à Mauthausen. Je savais pourquoi j'étais là. Pour moi, on devait abattre le nazisme. On ne pouvait pas rester... il fallait abattre le nazisme. Hein. Et j'étais sûr, j'ai toujours cru que je sortirais du camp. J'ai toujours pensé que je m'en sortirais. Tu vois, je ne pensais pas à mes parents, je disais, tu te sortiras, tu vois. Parce que, aussi bien, si tu perdais confiance, j'ai un copain qui est mort au mois de juin, pendant 3-4 mois, c'était, on s'en sortira pas. Et j'arrivais à le remonter pendant une quinzaine de jours, il était sorti de l'eau, hein, on s'en sortira, puis pauvre, il replongeait, on s'en sortira pas. Et il est mort au mois de juin, beaucoup sont morts justement, parce qu'ils n'ont perdu le mental. Ah, oui, parce que c'est tout. Et la vie après, mais la vie de tous les jours, c'est ce que je dis aux jeunes. Je dis, dans la vie, c'est vous qui sortirez de vos difficultés. C'est pas les autres, c'est vous-même, pas votre force interne. Et je pense maintenant, mes 87 ans, que j'ai eu la chance de pouvoir garder cette force après dans ma vie de tous les jours, quand je suis rentré, de travailler, garder ce mental, j'ai entrepris des tas de choses que j'ai réussi parce que justement, rien n'est impossible. C'est vrai, je pense avoir bien réussi ma vie, je suis un autodidacte, hein, tout ce que j'ai fait, je l'ai réussi par la force, hein, par mon mental. Hein. Par le travail. Le travail, oui, le travail va avec le mental. C'est pour ça que je dis aux jeunes, rien n'est impossible. Quand vous fixez un objectif, vous allez jusqu'au bout, il ne faut jamais lâcher. C'est important. Voilà. Mais je pense que c'est pour vrai tous les jours de la vie. Hein. C'est vrai pour tout. Tous les métiers que nous faisons. Hein. Et puis toujours garder cette rigueur, puis le respect de l'autre. Il y a tellement de choses qui sont importantes. C'est vrai. La famille aussi, je leur dis. Qu'est-ce qu'ils te disent, mais quand vous êtes reconstruit? Je me suis dit, il n'y a pas de psychologue, de psychiatre, de psychologue. Mais des psychologues, c'était la maman, c'était le papa, c'était la famille. C'est ça qui est important aussi dans la vie. La base de l'être humain, c'est aussi la famille. C'est important. La maman, ça ne se remplace pas une maman. Ce sont des choses que je dis avec froid. Hein, c'est vrai. Donc l'année prochaine, tu es prêt à repartir? C'est vrai, mais ça me pose problème aujourd'hui dans ma tête. Je suis envie de partir, j'ai déjà pensé comment je pouvais faire, parce que j'ai mon problème de rein, j'ai une insuffisance rénale, et je suis à la limite de la dialyse. Je me bats actuellement, là aussi je me bats tous les jours. Je mange du soja, je mange sans sel, des légumes et des féculents, hein, pour pas éviter, pour avoir des protéines végétales, hein, je me bats aussi pour ça. Alors je me dis, si tu vas en dialyse, tu ne pourras plus. Alors j'ai déjà pensé, si je suis en dialyse, ou je dois aller en avion, de rejoindre, parce que je voudrais vivre l'année prochaine cette
c'est la libération du camp. C'est le 70e anniversaire. Et voilà, c'est pour ça que je pense déjà à tout ça. Et il y aura des événements. Ah ben il y aura des événements, c'est sûr qu'il y en aura des choses importantes. Ça sera plutôt en juin. Non, Au moment de t'en mets, c'est déjà prévu. Mais Tu as adhéré à la... Tout à fait. Bon, tu vas recevoir le... Je ne sais pas s'ils vont t'envoyer, mais il y a le programme qui est déjà j'ai envoyé établi. ma cotisation, j'ai Oui, adhéré. ben, tu vas recevoir le programme qui est déjà prévu. Le 8 mai, il y a plusieurs voyages, il y a trois circuits, 3 trajets justement de visite. Ce sera quelque chose de très très important. D'accord. Alors je voudrais pas le louper tout ça. Ouais, bien Puis sûr. l'année prochaine, j'ai beaucoup de choses encore à dire aux jeunes. Oui, 70 J'ai beaucoup ans, de choses à leur c'est dire important. encore. D'ici au moins que je vive les 70 ans. La libération, bah, c'est Oui, non, mais c'est une étape. oui, c'est une étape. On va dire, c'est un but. Non, voilà, c'est une étape. Oui, oui.